À qui appartient ce drapeau? La France. Voici sa signification. Le bleu et le rouge sont les couleurs traditionnelles de la ville de Paris. Le blanc était la couleur de la monarchie. Lorsque le drapeau tricolore a été adopté pendant la Révolution, le blanc a été conservé et placé entre le bleu et le rouge, symbolisant le rôle du peuple en limitant le pouvoir du roi. Les premiers habitants et la Gaule antique. Les terres qui forment aujourd'hui la France ont été peuplées dès les temps préhistoriques par des groupes humains variés. Ces premiers habitants ont laissé des traces dans les vestiges archéologiques, révélant une vie organisée, centrée sur la chasse, la cueillette et les premières formes d'agriculture. La période néolithique, il y a environ 6000 ans, marque une transition importante avec l'apparition de villages sédentaires et la maîtrise du travail de la pierre polie. Ces communautés ont progressivement développé leur propre mode d'existence, adaptés aux divers milieux géographiques, des plaines fertiles aux massifs montagneux. Au fil des millénaires, la région s'est peu à peu peuplée par des groupes dont les origines culturelles et linguistiques diversifiées témoignent d'échanges et de migrations. Parmi les populations qui se sont imposées à l'approche de l'ère commune, les Celtes occupent une place essentielle. Ils constituent un ensemble de peuples dits gaulois, avec des caractéristiques culturelles, sociales et politiques communes, bien que variées localement. Ces peuples celtes se sont implantés sur une vaste étendue, couvrant la majeure partie de la Gaule, territoire correspondant grosso modo à la France actuelle. La société gauloise est organisée en clans et tribus, chacun possédant une forte identité propre. Le pouvoir est souvent détenu par une aristocratie guerrière, soutenue par une caste de druides jouant un rôle central dans la religion, le savoir et la justice. Ces derniers détiennent un savoir religieux complexe, incluant la transmission orale de mythes, de lois et de pratiques rituelles. Ils participent également à la cohésion sociale à travers les cérémonies et les liens spirituels qui unissent les membres de la communauté. Les Gaulois sont principalement des agriculteurs, des éleveurs et des artisans, dont la vie économique repose largement sur la production locale et le commerce. Ils fabriquent des outils en fer et en bronze et maîtrisent diverses techniques artisanales. Leurs échanges commerciaux avec d'autres peuples de la Méditerranée et de l'Europe centrale témoignent de leur insertion dans un vaste réseau d'échanges. Les villes gauloises, ou oppida, sont des centres politiques et économiques importants où se concentre le pouvoir local, la production artisanale et le commerce. Leur culture matérielle reflète une forte identité symbolique, visible notamment à travers la richesse des objets funéraires et des sanctuaires. Les sanctuaires gaulois sont des lieux sacrés où se mêlent la pratique religieuse et rituels communautaires, témoins d'une spiritualité étroitement liée au rythme des saisons et à la nature. Cette spiritualité confère aux Gaulois une vision du monde où les forces naturelles et surnaturelles interagissent, influençant la vie quotidienne et les décisions politiques. La géopolitique de la Gaule, avant l'expansion romaine, est marquée par une multitude de chefs et de confédérations tribales, parfois alliées, parfois rivales. Cette organisation fragmentée offre aux peuples voisins une image de la Gaule comme un ensemble diversifié, mais sans unité politique centralisée. Ce contexte favorisera l'intervention extérieure, en particulier celle de Rome, dont l'influence progressive modifie profondément les structures et la culture gauloise au fil du temps. L'arrivée des Romains apporte une nouvelle dynamique qui transforme durablement la région. Ce processus, entamé au 1er siècle avant notre ère, est précédé par plusieurs conflits et négociations entre chefs gaulois et légions romaines. Les combats célèbres et la conquête progressive ouvrent la voie à un nouveau modèle politique, économique et culturel, souvent imposé mais aussi assimilé dans une certaine mesure par les populations locales. Ce mouvement fondateur marque le début d'une histoire complexe où traditions celtes et influences romaines se rencontrent. Les premiers habitants de la Gaule ont laissé un héritage considérable, visible dans la langue, les traditions et même dans le paysage lui-même. Leurs pratiques agricoles, leur art, leurs croyances ont façonné une identité régionale spécifique, encore perceptible longtemps après la romanisation. Comprendre ces origines est essentiel
pour saisir les racines profondes de ce qui deviendra la France, une terre de rencontres et de métissage culturel. Ce feuilleton historique montre comment les populations celtes ont forgé une société dynamique avant l'arrivée des Romains, posant les bases d'une évolution historique majeure. La diversité de leurs formes sociales et culturelles révèle une richesse souvent sous-estimée dans l'imaginaire collectif contemporain. Il est important de replacer ces faits dans leur juste contexte pour éviter les simplifications hâtives et mieux appréhender les étapes successives de cette histoire. Dans la continuité de cette exploration, il sera intéressant d'observer comment la conquête romaine s'est déployée et quels changements elle a induits dans la vie quotidienne, l'organisation politique et les traditions culturelles des Gaulois. Le passage d'un monde à un autre s'est fait progressivement, parfois dans la violence, parfois par des alliances et des adaptations mutuelles. Ce processus complexe ouvre la voie à l'émergence d'une nouvelle identité, façonnée en partie par cette confrontation initiale entre deux grandes civilisations, la conquête romaine et l'intégration. Les événements qui ont conduit à la conquête de la Gaule par Jules César débutèrent dans un contexte géopolitique marqué par l'expansion de Rome et les troubles internes parmi les peuples gaulois. Vers 61 avant notre ère, la Gaule était un territoire fragmenté, partagé entre différentes tribus et chefferies, souvent en conflit les unes avec les autres, ce qui facilitait grandement l'intervention romaine. César, alors général ambitieux et homme politique en quête de prestige, utilisa habilement ces divisions pour étendre l'influence romaine sur cette région stratégique. La campagne de César, connue sous le nom de guerre des Gaules, dura environ 8 années. Durant cette période, son armée affronta plusieurs peuples gaulois tels que les Helvètes, les Arvernes et les Éduans, mais également les Germains au-delà du Rhin. La bataille décisive eut lieu à Alésia, en 61 avant notre ère, où César assiégea la forteresse du chef gaulois Vercingétorix. Cette victoire marqua un tournant majeur, confirmant la maîtrise romaine sur la Gaule et signifiant pratiquement la fin de la résistance organisée face à Rome. La conquête ne se limita pas à une simple domination militaire. Elle enclencha un processus d'intégration progressive de la Gaule dans l'Empire romain. Cet apport permit notamment la construction d'infrastructures essentielles, telles que des routes, des aqueducs et des villes selon les modèles romains, facilitant la communication et le commerce à travers le territoire. L'implantation de colonies romaines servait à la fois de relais militaires et d'outils de romanisation. L'intégration économique subit des transformations majeures. L'agriculture gauloise fut modernisée grâce aux techniques romaines, notamment l'introduction de nouvelles cultures et méthodes d'irrigation. Le commerce local se développa rapidement, s'insérant dans le réseau méditerranéen qui reliait différentes provinces de l'Empire. Cette dynamique permit aussi la diffusion de monnaie romaine et le renforcement de marchés urbains qui devinrent des centres vitaux d'échange et de production. L'impact social de cette romanisation fut profond. Si les élites gauloises furent souvent intégrées au système romain par la citoyenneté et les récompenses politiques, les populations rurales conservèrent en majorité leurs traditions tout en adoptant progressivement les usages romains. La langue latine, bien que d'abord limitée aux sphères administratives et commerciales, devint progressivement la langue dominante, surtout dans les villes. La religion connut également une évolution. Les cultes gaulois cohabitèrent avec ceux de Rome, et à mesure de l'intégration, plusieurs divinités romaines furent assimilées aux divinités gauloises. Cet échange influença la spiritualité des habitants et participa à la création d'un imaginaire commun, renforçant l'unité culturelle au sein de la province. Sur le plan administratif, la Gaule fut organisée en plusieurs provinces, chacune gouvernée par un préfet ou un proconsul, garantissant l'application des lois romaines et la collecte des impôts. Cette gestion centralisée assura une stabilité relative et une prospérité qui n'avaient pas été atteintes sous les divisions tribales précédentes. L'importance des infrastructures publiques ne se limitait pas aux aspects économiques ou militaires. Elles engageaient aussi une transformation urbaine profonde, avec la construction de forums, de thermes et d'amphithéâtres.
ces lieux devinrent le centre de la vie sociale et culturelle, vecteur d'un mode de vie romain qui s'implanta durablement dans la société gauloise. La diversité des réactions face à cette romanisation fut notable. Certaines populations s'adaptèrent rapidement, cherchant à tirer profit des nouvelles structures, tandis que d'autres conservèrent un certain attachement à leurs coutumes ancestrales. Cette coexistence marqua la singularité de la Gaule romaine, capable d'intégrer des éléments étrangers tout en préservant son identité régionale. Le rôle de la ville de Lyon, jadis Lugdunum, fut particulièrement central dans ce processus. Fondée par les Romains en 72 avant notre ère, elle devint la capitale administrative de la Gaule romaine, un centre névralgique économique et politique qui symbolisait la réussite de cette intégration. Son développement refléta bien les transformations engagées à l'échelle de tout le territoire. À travers ces siècles, la Gaule devint un élément indissociable de l'Empire romain, tout en conservant certaines particularités culturelles. Ce mélange contribua à la richesse de son histoire et à la construction d'une identité franco-romaine qui influença profondément le développement de la France médiévale et moderne. Enfin, cette période posa les fondations d'une société nouvelle, où la romanité fut diffusée par la langue, les lois, les infrastructures et les pratiques culturelles. Cette romanisation, bien que progressive et parfois inégale, fut un vecteur de stabilité et de progrès qui marqua durablement le territoire. Ces transformations ne s'arrêtèrent pas avec la chute de l'Empire romain d'Occident. Elles continuèrent à influencer la région, préparant le terrain aux grandes mutations du Moyen Âge. Ainsi, la conquête de la Gaule par Jules César et son intégration dans l'Empire romain représentent un chapitre essentiel pour comprendre la formation initiale de la France. Ce panorama de la romanisation gauloise nous conduit à envisager les conséquences de la fin de l'Empire romain sur ce territoire, son évolution politique et culturelle dans les siècles qui suivirent, ainsi que la naissance des premiers royaumes, barbares qui marqueront l'histoire suivante. La Gaule mérovingienne est l'avènement du royaume franc. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, le territoire qui allait devenir la France était un amalgame de peuples et de cultures en profonde transformation. Parmi ces populations, les Francs prirent progressivement une place dominante. Originaires des régions situées au-delà du Rhin, ces peuples germaniques s'installèrent dans la Gaule au fil du temps. La période que l'on désigne sous le nom de Gaule mérovingienne se caractérise par l'émergence d'une dynastie nouvelle, celle des Mérovingiens, qui jeta les bases du royaume franc. La figure centrale de cette époque est Clovis, roi des Francs saliens. Son règne commença vers la fin du 5e siècle, une époque de bouleversements politiques et sociaux. Clovis est célèbre notamment pour avoir uni les différentes tribus franques sous une seule couronne. Son action fut déterminante pour la consolidation d'un pouvoir monarchique aux racines germaniques, mais qui allait aussi se nourrir de l'héritage romain et de la culture gallo-romaine présente en Gaule. Le passage de Clovis au christianisme marque un tournant essentiel de cette époque. Baptisé selon la tradition en l'an 488, probablement à Reims, il noua un lien étroit avec l'Église catholique. Ce baptême ne fut pas uniquement religieux. Il servit également à légitimer son pouvoir aux yeux de ses sujets gallo-romains, majoritairement chrétiens. Par cette alliance avec l'Église, Clovis obtint un soutien précieux pour asseoir son autorité et renforcer l'unité de son royaume encore fragile. Cette union entre la royauté franque et la foi chrétienne influa profondément sur le développement politique et social de la Gaule. Le royaume mérovingien étendit son influence progressivement, intégrant diverses populations et territoires. Cette dynamique permit d'établir des structures administratives et religieuses qui perdurèrent plusieurs siècles. Il faut souligner que malgré la centralité de Clovis, la dynastie mérovingienne fut souvent marquée par des luttes internes entre héritiers, ce qui fragilisa parfois la cohésion du royaume. Le rôle des évêques devint également crucial durant cette période. Agissant comme intermédiaire entre le pouvoir royal et les fidèles, ils participaient à la gestion des villes et au maintien de l'ordre religieux et moral. Cette influence ecclésiastique prit une dimension politique non négligeable,
contribuant à organiser la société autour de principes chrétiens. Le territoire se structura ainsi en diocèses, contribuant à une forme de gouvernance décentralisée mais cohérente. Par ailleurs, la mosaïque culturelle de la Gaule mérovingienne mêlait tradition franque, héritage romain et influence chrétienne. Ces différentes traditions coexistèrent parfois en tension, mais elles donnèrent naissance à une identité nouvelle, fondée sur la diversité et l'adaptation. Les Francs, tout en préservant certains usages propres à leur origine, adoptèrent peu à peu des éléments gallo-romains, notamment dans le droit et l'administration. La langue vernaculaire commençait également à évoluer durant cette époque. Le latin tardif, héritage de l'Empire romain, se transforma progressivement sous l'influence des idiomes germaniques. Ce mélange contribua à façonner les prémices de ce qui deviendrait la langue française. Ainsi, la Gaule mérovingienne fut non seulement un théâtre politique majeur, mais aussi un lieu où se forgèrent les bases culturelles du futur royaume. Il convient aussi d'évoquer la place des monnaies et du commerce dans la consolidation du royaume franc. La frappe de monnaie mérovingienne permit d'affirmer une souveraineté économique et d'assurer la circulation des biens. Les échanges se poursuivaient avec les régions voisines, notamment la péninsule ibérique et les territoires situés au nord-est de la Gaule, renforçant ainsi les liens commerciaux et politiques. La société mérovingienne, malgré ses contrastes, était organisée autour de la famille royale, des nobles et des communautés paysannes. Le pouvoir reposait sur des alliances entre ces groupes, lesquelles étaient renforcées par des pratiques coutumières et des structures juridiques spécifiques. Le roi apparaissait comme un garant de la paix et de la justice, mais son autorité dépendait en partie de l'équilibre avec les grandes familles de la noblesse. Sur le plan militaire, les Francs maintinrent une organisation capable de défendre et d'étendre leurs frontières. Le régime mérovingien utilisa des forces composées de guerriers francs, souvent mobilisés sous l'autorité du roi, ainsi que d'alliés régionaux. Cette armée permit de repousser des incursions aussi bien d'autres peuples germaniques que de groupes internes contestataires, stabilisant ainsi le royaume. Le christianisme favorisa la construction d'une culture commune à travers la diffusion de rites, de fêtes et de croyances. Cette dimension spirituelle imprégna les communautés, participant à la cohésion sociale. La chrétienté, en s'institutionnalisant, devint un pilier pour la légitimation politique et culturelle, consolidant la place du roi comme défenseur de la foi. Enfin, la dynastie mérovingienne, même si elle traversa des périodes de division et de rivalité, réussit à poser les fondations du royaume franc sur des bases durables. Elle introduisit une organisation politique et un amalgame culturel qui allèrent se prolonger sous les dynasties suivantes. La période mérovingienne reste ainsi une étape clé pour comprendre l'évolution de la France. Cette période de transition de la Gaule à la France mérovingienne prépare l'avènement des Carolingiens. Celui-ci inaugure une nouvelle ère marquée par une consolidation plus centralisée du pouvoir. Ce changement annonçait des transformations profondes en matière de politique, de société et de culture, ouvrant la voie à une histoire nouvelle à découvrir. L'ère carolingienne et Charlemagne. L'époque carolingienne marque une période cruciale dans l'histoire de la France, marquée par la figure emblématique de Charlemagne et par l'édification d'un empire qui s'étendait sur une grande partie de l'Europe occidentale. Fils de Pépin le Bref, Charlemagne hérita d'un royaume déjà en pleine expansion, qu'il chercha à consolider autant par la force que par une série de réformes profondes. L'influence de sa politique s'étendit au-delà des seules frontières territoriales, touchant la sphère religieuse, administrative et culturelle. Son règne s'inscrit ainsi dans une dynamique de centralisation et de renforcement de l'autorité royale. Sur le plan religieux, Charlemagne entretenait une relation étroite avec l'Église catholique, qu'il considérait comme un pilier essentiel de son pouvoir. Il soutint activement la réforme du clergé, insista sur la discipline ecclésiastique et encouragea la construction d'églises. Par ses efforts, il fit de la chrétienté un élément unificateur de son empire, en imposant notamment le latin comme langue liturgique commune. Cette alliance fut scellée en l'an 800
lorsque le pape Léon III couronna Charlemagne empereur des Romains lors d'une cérémonie à Rome. Ce couronnement symbolisa la renaissance d'un empire en Occident et donna naissance à ce que l'on appelle souvent le Saint-Empire romain germanique. Administrativement, Charlemagne introduisit un système novateur reposant sur les comptes et missi dominici, chargés de représenter l'autorité royale dans les provinces. Ces envoyés circulaient régulièrement pour contrôler l'application des lois, surveiller les fonctionnaires locaux et veiller au respect des ordonnances royales. Cette organisation permit une meilleure gestion des vastes territoires et un lien plus direct entre le souverain et ses sujets. Par ailleurs, la réforme monétaire et la standardisation des poids et mesures contribuèrent à stabiliser l'économie et faciliter les échanges commerciaux. L'ensemble de ces mesures témoignait d'une volonté claire de gouverner avec rigueur et efficacité. Sur le plan éducatif, la période carolingienne apporta des transformations significatives. Conscient que la diffusion des savoirs était essentielle à la stabilité de son empire, Charlemagne appuya la création d'écoles, souvent rattachées aux monastères et cathédrales. Il envoya missionnaires et érudits à travers son royaume, encourageant la copie et la conservation des manuscrits. Ce renouveau intellectuel fut un prélude à ce que l'on désigne sous le nom de Renaissance carolingienne, durant laquelle les disciplines comme la grammaire, la rhétorique, la logique et les arts libéraux retrouvèrent une place centrale. De cette manière, Charlemagne posa les bases d'un renouveau culturel qui dépassait ses seules préoccupations politiques. La dimension militaire ne fut pas négligée non plus. Charlemagne mena de nombreuses campagnes pour étendre et défendre ses territoires, notamment contre les Saxons dans le nord-est et les Lombards en Italie. Ces conflits, parfois longs et violents, visaient à affirmer la domination franque et à christianiser les populations conquises. La soumission des Saxons s'acheva après plusieurs années de résistance acharnée, marquant un tournant dans la consolidation du pouvoir carolingien. Ces campagnes furent accompagnées d'un effort de colonisation et d'organisation des terres, contribuant à stabiliser les régions frontalières. Le rôle de Charlemagne en tant que législateur est également remarquable. Il publia plusieurs capitulaires, qui sont des actes législatifs destinés à réglementer la vie quotidienne, la morale, le commerce ou la justice. Ces textes, qui se voulaient accessibles et applicables, témoignent de la volonté de Charlemagne d'instaurer un ordre fondé sur le droit. Par exemple, il imposa des règles strictes concernant le comportement des fonctionnaires et le traitement des serfs, tout en tentant de limiter les abus des nobles. Cette codification contribua à structurer une société encore largement féodale, mais en cours de transformation. Un autre aspect important fut la diplomatie carolingienne. Charlemagne entretint des relations avec les autres puissances de son temps, y compris l'Empire byzantin et le califat abbasside. Ces liens se manifestaient par des échanges de lettres, de cadeaux, voire des alliances stratégiques. Par ce biais, il affirma la place de son empire dans un contexte international complexe, dominé par des enjeux religieux et politiques. La reconnaissance impériale par le pape renforça aussi sa légitimité face à ces grandes puissances, donnant un poids supplémentaire à la France émergente sur la scène européenne. Cette période carolingienne eut un impact durable sur la configuration politique de l'Europe. L'empire de Charlemagne ne survécut pas à sa mort sans difficulté, mais il laissa un héritage institutionnel, culturel et religieux considérable. Les divisions ultérieures entre ses héritiers conduisirent à la formation de royaumes distincts qui allaient devenir les fondations des États modernes. Ce processus s'appuya largement sur les structures et les idées mises en place sous son règne, notamment en matière d'organisation territoriale et de législation. En somme, le règne de Charlemagne est souvent considéré comme le point de départ d'une unification européenne par le biais d'un empire chrétien. Sa capacité à conjuguer pouvoir militaire, réforme administrative et promotion intellectuelle fit de lui une figure majeure de l'histoire occidentale. L'importance de son couronnement impérial dépasse la seule symbolique puisqu'elle inaugura une nouvelle ère politique
où la France joua un rôle central. Les traces de cette époque restent visibles dans les institutions, les traditions religieuses et la culture qui se sont développées par la suite. Le mouvement culturel initié sous Charlemagne suscita également une revitalisation de l'art et de l'architecture. Des bâtiments tels que l'abbaye de Saint-Denis furent rénovés ou construits, illustrant un style carolingien qui combine influences romaines et germaniques. Les enluminures et manuscrits produits durant cette période témoignent d'un souci d'esthétique au service de la connaissance. Cette attention portée à la culture matérialisait la volonté d'affirmer une identité commune au sein d'un empire vaste et diversifié. Ainsi, le prestige de la cour carolingienne se renforçait par le rayonnement intellectuel qu'elle diffusait. Par ailleurs, l'organisation des terres et la relation entre seigneurs et ruralité furent profondément influencées par les directives impériales. L'harmonie entre les pouvoirs locaux et l'autorité centrale nécessitait un équilibre délicat, mis en œuvre par des commissions régulières et des contrôles précis. Le rôle des missi dominici s'avéra essentiel dans ce dispositif, en assurant une surveillance effective et une communication fluide entre le centre et la périphérie. Ce modèle administratif posa les jalons de ce qui deviendrait plus tard la gouvernance médiévale. La question de la légitimité impériale est également fondamentale. Charlemagne mit en avant une vision sacrée du pouvoir, collant étroitement son autorité à la volonté divine. Cette conception justifiait la fusion entre la royauté franque et l'Empire romain d'Occident ressuscité. Elle permit également de renforcer le prestige du souverain auprès des peuples chrétiens qu'il gouvernait. La symbolique religieuse joua un rôle clé dans la construction de cette image impériale, participant à la pérennisation du pouvoir malgré les tensions internes et les menaces externes. Finalement, l'époque carolingienne, à travers les actions de Charlemagne, constitua une étape déterminante dans la constitution d'une identité politique, religieuse et culturelle qui allait influencer durablement la France et l'Europe. Le croisement de réformes profondes et de conquêtes territoriales façonna un empire dont les fondements restèrent visibles bien après la disparition de son fondateur. Le rayonnement du temps carolingien persista dans les siècles suivants, tant dans l'organisation sociale que dans la mémoire collective. Cette phase historique précéda ainsi la transition vers une nouvelle époque marquée par d'autres dynasties et évolutions. Le chapitre suivant explorera les changements qui suivirent la fin de l'ère carolingienne, notamment la montée des Capétiens et la transformation du paysage politique français. Cela permettra de mieux saisir comment les structures mises en place par Charlemagne furent adaptées ou transformées au fil du temps pour répondre aux défis du Moyen-Âge. Le lent passage de l'empire carolingien aux royaumes féodaux révèle une phase d'ajustement qui préparera le terrain au développement futur de la nation française. Le Moyen-Âge central et la société féodale. Le système féodal qui s'est établi en France durant le Moyen-Âge central constitue une structure sociale complexe et profondément ancrée dans la réalité politique, économique et culturelle de l'époque. À partir du Xe siècle, avec la fragmentation de l'autorité royale et l'affaiblissement du pouvoir central, un réseau de relations personnelles entre seigneurs et vassaux s'est développé partout sur le territoire. Ce système reposait sur des liens d'allégeance et d'obligation mutuelle, où le seigneur offrait protection et terre à son vassal, en échange de services militaires ou autres prestations. La base du pouvoir local était la seigneurie, qui associait à la fois le pouvoir judiciaire, économique et militaire. Le seigneur, détenteur des terres, avait le droit de justice sur ses paysans et ses habitants, imposant des devoirs souvent contraignants. Ces derniers, qu'ils soient tenanciers ou serfs, demeuraient attachés à la terre et assuraient la production agricole, essentielle à la survie de la société médiévale. L'agriculture représentait l'activité principale et structurait la vie quotidienne, avec une organisation autour des domaines seigneuriaux, les manoirs, où la céréaliculture, l'élevage et l'exploitation forestière se conjuguent. Les liens entre seigneurs et vassaux s'appuyaient sur la cérémonie de l'hommage et du serment de fidélité, moment solennel qui formalisait l'engagement réciproque.
Le vassal prêtait serment de loyauté en échange de la possession d'un fief, élément fondamental de ce système. Cette relation personnalisée permettait d'assurer la cohésion sociale et la défense mutuelle, mais elle pouvait aussi être source de conflits liés à la transmission des biens et à la rivalité entre les différentes maisons seigneuriales. L'Église jouait un rôle clé dans l'organisation sociale et spirituelle de la France médiévale. En tant que grande propriétaire foncière, elle exerçait une influence économique considérable et parvenait à structurer la société par sa hiérarchie ecclésiastique rigoureuse. Les abbayes, les monastères et les cathédrales étaient non seulement des centres de culte, mais aussi des lieux de savoir, d'enseignement et de culture. Elle jouait un rôle de médiatrice dans les conflits et contribuait au maintien de l'ordre, tout en diffusant une vision du monde chrétienne qui façonnait les mentalités. Dans les campagnes, le mode de vie était largement dicté par les saisons et les travaux liés au sol. La société rurale vivait au rythme des récoltes, des soldes et des fêtes religieuses. Les paysans, souvent attachés à leur seigneur par des liens de dépendance et d'obligation, cultivaient les champs en respectant les droits seigneuriaux qui leur imposaient des redevances en nature ou en travail. Ils bénéficiaient cependant d'une certaine autonomie dans la gestion quotidienne et dans la communauté villageoise, où les coutumes dictaient les règles et arbitrages. Les châteaux, symbole visible du pouvoir seigneurial, servaient à la fois de résidence, de point de contrôle militaire et de centre administratif. Leur architecture, parfois massive et défensive, témoignait des enjeux sécuritaires importants dans un contexte de dissensions internes fréquentes et de menaces externes. Ils jouaient un rôle dans la protection des populations environnantes et incarnaient la présence physique du pouvoir sur le territoire. La société féodale était donc profondément hiérarchisée et articulée autour de ce réseau de fidélité qui unissait les personnes à différentes échelles. Cette organisation rigide reflétait une époque où la violence pouvait surgir à tout moment et où la solidarité dépendait autant du lien personnel que des structures sociales en place. Elle influença durablement la construction de l'État et les mentalités collectives en France. La vie quotidienne et administrative au sein des seigneuries était rythmée par les marchés, les foires et les différentes obligations fiscales et militaires. Ces espaces économiques favorisaient les échanges et le développement d'activités artisanales plus spécialisées, tout en restant essentiellement liées à la sphère rurale. L'équilibre entre exploitation agricole et commerce local marquait ainsi la dynamique des campagnes. L'organisation juridique s'appuyait en grande partie sur les coutumes locales et les usages, connus sous le nom de droit coutumier, qui variaient d'un territoire à un autre, ce qui compliquait l'unification politique du royaume. Le roi, souvent faible face au seigneur, commençait cependant à affirmer son autorité, particulièrement à partir du XIIe siècle, grâce à des mesures législatives, des alliances et une centralisation progressive renforcée par la montée en puissance de la monarchie capétienne. Ce cadre féodal mêlait ainsi pouvoir politique, droit, économie et société, dessinant une France où les séquences de pouvoir étaient partagées entre plusieurs niveaux. Le rôle des femmes, souvent méconnu, était toutefois central dans la gestion domestique et parfois dans l'exercice du pouvoir local, notamment lorsque des veuves ou héritières se retrouvaient à la tête des domaines. Le siècle qui suivit vit une complexification progressive des relations vassaliques, notamment avec la multiplication des fiefs et l'émergence de nouveaux statuts d'hommes libres qui pouvaient négocier leur position. Malgré cela, les traditions féodales perdurèrent sous diverses formes, influant sur la vie sociale jusqu'à la fin du Moyen Âge. L'Église continuait aussi son rôle de pouvoir moral et culturel, renforçant les liens spirituels entre les individus et la collectivité. Ainsi, le Moyen Âge central en France se définit comme une période où les véritables fondations de la société féodale sont posées, avec un réseau dense d'obligations, de protection et de dépendance. Ce modèle sera à la fois un facteur de stabilité relative et de tension qui préfigureront les évolutions ultérieures. La relation entre la terre, le pouvoir et l'Église façonne durablement le paysage social et politique français. Ce point de départ vers la fin du Moyen Âge prépare les transformations majeures que connaîtra la France.
notamment par l'affirmation du roi comme autorité centrale face aux nobles provinciaux, ainsi que par l'essor économique qui fera évoluer la société vers un modèle plus urbain et commercial. Dans la continuité de cette histoire, la prochaine étape révélera comment ces structures féodales se sont adaptées et parfois contestées dans un contexte de conflit et de changement profond. La guerre de Cent Ans et la naissance d'une identité nationale. La guerre de Cent Ans fut une période tumultueuse qui s'étendit de 1314 à 1470, marquant profondément l'histoire de la France et de l'Angleterre. Ce conflit prolongé naquit principalement de revendications dynastiques complexes, notamment la prétention d'Édouard III d'Angleterre au trône français suite à la mort de Charles IV, dernier roi capétien direct. Ce désaccord déclencha une succession d'affrontements militaires entre deux puissances en quête de contrôle sur des territoires riches et stratégiques, influençant durablement les identités nationales de ces deux royaumes. Dans les premières années, la guerre fut caractérisée par des batailles rangées aux conséquences majeures. La bataille de Crécy, en 1336, fut un tournant où l'usage stratégique de l'arc long par les Anglais permit une victoire décisive, malgré leur infériorité numérique. Ce succès ouvrit la voie à la prise de Calais, qui devint un important bastion anglais sur le continent pendant plus d'un siècle. Ces événements révélèrent des changements dans les techniques de guerre et la composition des armées médiévales, accentuant l'importance des armes à distance et des tactiques nouvelles. La guerre ne fut pas uniquement militaire. Elle fut également marquée par des transformations politiques et sociales profondes. Le royaume de France, affaibli par les défaites initiales et les luttes internes, vit émerger de nouvelles structures de pouvoir. Les ordonnances de Charles V, et notamment la création d'une armée royale permanente, permirent au monarque de reprendre l'initiative. Cette centralisation progressive du pouvoir royal joua un rôle crucial dans la résistance face aux envahisseurs et dans la restauration de l'autorité nationale. L'un des épisodes les plus célèbres de cette période fut l'apparition de Jeanne d'Arc. Originaire de Domrémy, cette jeune femme affirma avoir reçu des voix divines l'incitant à soutenir le dauphin Charles et à libérer la France du joug anglais. Sa campagne conduisit à la levée du siège d'Orléans en 1439 et à l'avènement de Charles VII à Reims, événement symbolique qui consacra la légitimité du roi. Jeanne d'Arc incarna l'esprit de résistance et de renaissance nationale, renforçant chez les Français un sentiment d'unité face à l'adversité. Au-delà des affrontements, la guerre de Cent Ans eut pour effet de remodeler la conscience collective française. Le conflit contribua à forger une identité nationale distincte, s'appuyant sur la langue, la culture et le sentiment d'appartenance à un territoire commun. La diffusion du français comme langue administrative et littéraire gagna en importance, supplantant progressivement le latin. Par ailleurs, l'idée même de la France comme royaume unifié et indivisible se renforça au fil des victoires et des reconquêtes menées par les rois capétiens. Les conséquences économiques ne furent pas moindres. Les campagnes dévastées, les déplacements de population et la pression fiscale pesèrent lourdement sur le pays. Toutefois, cette période vit aussi l'émergence d'une bourgeoisie prospère dans les villes, prête à s'affirmer face au pouvoir traditionnel. Le commerce se développa sur les routes fluviales et maritimes, notamment grâce au port de Calais, malgré sa domination anglaise, favorisant l'apparition de formes nouvelles d'organisation sociale. Cette longue guerre fut aussi un laboratoire pour l'évolution des mentalités. La question de la légitimité royale, de la souveraineté et du rapport entre le pouvoir et ses sujets prit une place centrale. Les États généraux, assemblées réunissant les représentants des trois ordres, connurent une importance croissante dans la gestion des crises, bien que leur pouvoir restât limité face au roi. Néanmoins, ces débats posèrent les bases d'une gestion politique plus participative, marquant un pas vers la modernité. Sur le plan international, la guerre de Cent Ans influa également sur les alliances et rivalités en Europe. Le royaume de France chercha à s'appuyer sur des partenaires comme l'Écosse, tandis que l'Angleterre mena des politiques différentes selon les monarques. La guerre déclencha des conséquences diplomatiques durables,
contribuant à redéfinir les équilibres entre États. En définitive, ce conflit transforma profondément le visage politique du continent occidental. La fin du conflit fut marquée par la victoire française et la reconquête progressive des territoires occupés. Le traité de Castillon en 1463 mit un terme au combat majeur, scellant la défaite anglaise et consolidant le royaume de France. Ce succès permit à Charles VII de renforcer son autorité et de préparer la renaissance de son pays après une période de longue incertitude. L'effort de reconstruction embrassa des domaines variés, de l'agriculture à l'administration. La guerre laissa un héritage durable dans la mémoire collective française. Elle est souvent considérée comme une épreuve foncière, initiant la construction d'une identité nationale forte à travers ses épreuves et ses victoires. Cette identité s'appuyait sur la langue, la royauté et le territoire. Trois piliers essentiels pour comprendre la France des siècles suivants. Ainsi, la guerre de Cent Ans dépasse le simple cadre militaire pour devenir un moment clé dans l'histoire de la nation. En explorant cette période, on mesure aussi la complexité des dynamiques politiques et sociales qui façonnèrent la France. La transition progressive d'un système féodal vers une monarchie centralisée et une société en mutation s'inscrit dans ce grand mouvement historique. La guerre de Cent Ans éclaire donc non seulement un conflit, mais aussi un temps de transformation profonde, annonçant les évolutions à venir dans la France de la Renaissance. Au terme de cette longue période, toutes les pierres furent posées pour que la France devienne un royaume pleinement souverain, conscient de lui-même. Ce cheminement fut complexe et souvent douloureux, mais il permit d'établir les bases solides d'une nation moderne, capable de se projeter dans l'avenir. La guerre de Cent Ans fut ainsi une école d'expérience, façonnant les mentalités et préparant un nouveau chapitre de l'histoire française qui allait bientôt s'ouvrir. La transition vers la période suivante verra le couronnement des rois qui renforceront l'administration royale tout en faisant face à de nouveaux défis internes et externes, poursuivant l'œuvre commencée au cours de ces longs conflits. La Renaissance et les transformations culturelles. La période de la Renaissance marque un tournant majeur dans l'histoire de la France, caractérisée par une profonde transformation des domaines artistiques, scientifiques et philosophiques. Ce bouleversement trouve son origine dans le contact renouvelé avec les savoirs antiques, principalement grecs et romains, grâce à la redécouverte des manuscrits et aux échanges intellectuels avec l'Italie. Cette époque se distingue par une curiosité accrue envers le monde, un esprit critique renforcé et une volonté d'innovation qui se manifeste dans diverses manifestations culturelles. Sous les règnes de François Ier et Henri II, la cour royale s'affirme comme un centre d'attraction pour les artistes et les savants. Le mécénat royal joue un rôle fondamental en favorisant le développement des arts plastiques, avec des artistes tels que Jean Clouet et Primatis, mais aussi dans le domaine de la littérature et des sciences. La langue française commence à s'imposer comme langue d'expression intellectuelle, enrichissant le patrimoine culturel et affirmant l'identité nationale. L'humanisme, courant intellectuel à l'origine italienne, prend racine en France grâce à des figures comme Guillaume Budet et François Rabelais. Ce mouvement prône le retour aux textes originaux et une lecture critique des traditions, sans pour autant rejeter la foi chrétienne. L'accent est mis sur la dignité humaine et le potentiel individuel, inspirant une nouvelle manière de penser l'homme et la société. Cette philosophie influence durablement la restructuration des institutions et la formation des élites. Dans le domaine scientifique, la Renaissance française se distingue par une exploration renouvelée des sciences naturelles et de l'anatomie, illustrée par les travaux de Léonard de Vinci lors de son séjour en France. Son apport englobe non seulement la peinture, mais aussi la chirurgie et les études mécaniques. Parallèlement, l'imprimerie favorise la diffusion rapide des découvertes et des idées nouvelles, facilitant un accès élargi aux connaissances et contribuant à l'effervescence intellectuelle. L'architecture subit également de profondes transformations. Le style gothique cède progressivement la place à une architecture inspirée des modèles antiques, privilégiant la symétrie, la proportion et la perspective. Les châteaux et les palais construits ou rénovés durant cette période
témoignent de ce changement esthétique, mêlant grandeur et innovation technique. L'aménagement des jardins à la française reflète cette quête d'harmonie et d'équilibre dans la nature et l'espace. Cette période est aussi marquée par une redéfinition du pouvoir royal. François Ier centralise l'autorité et renforce la monarchie face aux pouvoirs féodaux et aux institutions traditionnelles. La diplomatie et les alliances matrimoniales contribuent à donner à la France un rayonnement politique important en Europe, tandis que les guerres d'Italie ouvrent de nouveaux horizons et nourrissent le goût pour les arts et les lettres. La monarchie incarne à cette époque la combinaison du prestige culturel et de la force politique. La tradition religieuse, tout en restant profondément ancrée, est mise à l'épreuve par des remises en question. Dès la fin du XVe siècle, les idées réformatrices commencent à se diffuser, mettant en cause certains aspects de l'Église catholique. Cette période anticipera les conflits religieux du siècle suivant. Mais pendant la Renaissance, la coexistence des forces spirituelles et intellectuelles façonne un débat qui stimule la réflexion sur la condition humaine et la société. Les écrivains français de la Renaissance exercent une influence considérable. Rabelais, avec son œuvre satirique et humaniste, ouvre de nouvelles perspectives sur la nature humaine et l'éducation. Montaigne invente le genre de l'essai, mêlant réflexion personnelle et observation du monde, tout en incarnant l'esprit critique et la tolérance. Leur héritage manifeste un engagement à penser avec raison et nuance, préfigurant les débats philosophiques à venir. L'art de la Renaissance repose sur une redécouverte des techniques et des principes anciens, alliés à l'observation attentive de la nature. Les peintres cherchent à représenter la réalité avec précision, employant la perspective linéaire et l'étude lumière-ombre. Cette approche conduit à des œuvres plus réalistes et expressives, qui inspireront durablement l'art européen. La sculpture et les arts décoratifs connaissant également une évolution marquée par la recherche d'élégance et de proportion. Cette période voit aussi le développement d'une musique plus riche et variée. Les compositeurs français adaptent les formes italiennes et flamandes pour créer une musique profane et sacrée qui jouera un rôle crucial dans la vie culturelle des cours royales et des villes. L'apparition de l'imprimerie musicale contribue à une diffusion élargie des œuvres et à l'émergence d'un répertoire plus accessible. La polyphonie s'impose comme une caractéristique distinctive. La Renaissance en France est un moment de synthèse entre héritage médiéval et innovation. Le contraste entre tradition et modernité, parfois source de tension, favorise la maturation d'une conscience historique nouvelle. Le pays se transforme profondément, non seulement sur le plan artistique et intellectuel, mais aussi dans son organisation sociale et politique. Cette période jette les bases d'un État moderne en gestation, ouvert aux idées mais soucieux de stabilité. À travers ces bouleversements, l'identité française se redéfinit en intégrant les apports multiples de cette période riche. La production culturelle et scientifique nourrit un sentiment de grandeur et d'exception qui accompagnera la France jusqu'au siècle suivant. La Renaissance apparaît ainsi comme un moment clé où la France se projette vers l'avenir, tout en s'inscrivant dans une longue tradition héritée de l'Antiquité et du Moyen Âge. Un dernier aspect notable de cette période est l'impact des grandes découvertes géographiques. La France participe timidement aux explorations, mais les débats suscités sur le monde, la nature humaine et la place de l'homme dans l'univers contribuent à une ouverture intellectuelle. Cette dimension globale, ajoutée aux transformations culturelles internes, renforce le dynamisme et la complexité de la Renaissance française. Alors que se concluent ces changements majeurs, la France entre dans une phase où les questions religieuses et politiques se feront plus pressantes. L'équilibre fragile entre tradition et modernité sera mis à rude épreuve. L'héritage intellectuel et culturel de la Renaissance prépare cependant le terrain pour les conflits et les évolutions à venir, dont les répercussions façonneront profondément le destin de la nation. Cette continuité invite à poursuivre l'exploration historique en abordant les tensions et les mutations des temps suivants, les guerres de religion et l'émergence de l'absolutisme. Les conflits religieux qui ont ravagé la France au XVIe siècle
furent profondément enracinés dans des différends théologiques et politiques qui opposèrent catholiques et protestants. Ces affrontements, connus sous le nom de guerre de religion, marquèrent une période d'instabilité intense qui affecta toutes les couches de la société française. Le contexte européen de la réforme protestante, initiée par Martin Luther en l'an 1517, eut un impact considérable sur la diffusion des idées réformistes en France. La naissance du protestantisme français, notamment à travers la doctrine calviniste, suscita une réaction vigoureuse du pouvoir catholique et du roi, qui cherchait à préserver l'unité religieuse et politique. Les tensions augmentèrent dans le milieu du siècle, alors que la noblesse française se divisait entre partisans des valeurs catholiques et sympathisants des idées réformées. La présence de figures comme Catherine de Médicis, épouse du roi Henri II, joua un rôle clé. Elle tenta, avec des efforts politiques minutieux, de maintenir un équilibre fragile en négociant entre factions antagonistes. Pourtant, cette période fut marquée par des affrontements sanglants, notamment lors de massacres retentissants tels que celui de la Saint-Barthélemy, où des milliers de protestants furent tués dans la ville de Paris et aux alentours en l'an 1000. 562. Ces guerres ne furent pas uniquement des conflits religieux, mais aussi des luttes de pouvoir. Les différentes factions nobles utilisaient la religion pour renforcer leur position politique, tandis que la population était souvent prise dans la tourmente sans moyen de s'échapper. La fragilité du royaume apparut clairement, avec des régions entières se rangeant sous le contrôle de plus en plus affirmé des chefs protestants ou catholiques. L'édit de Nantes, promulgué en l'an 1589 par le roi Henri IV, apporta une trêve temporaire et une reconnaissance limitée des droits protestants, assurant une coexistence légale mais fragile. Cette période de conflit mit en lumière les limites du pouvoir monarchique traditionnel. Le chaos religieux démontra que le roi devait renforcer son autorité afin de garantir la paix intérieure et l'ordre dans le royaume. Henri IV, ancien protestant converti au catholicisme, incarna cette volonté de conciliation et de centralisation du pouvoir. Il posa les bases d'une monarchie absolue en affirmant que la paix du royaume primait sur les divisions religieuses. Son règne ouvrit une ère où la souveraineté royale devint de plus en plus intransigeante, concentrant les pouvoirs législatifs, judiciaires et militaires. Le développement de l'absolutisme fut également facilité par le contexte européen, où de nombreuses monarchies s'efforçaient de renforcer leur autorité face aux nobles et aux institutions traditionnelles. En France, cette évolution passa par des réformes administratives, telles que la mise en place d'intendants royaux chargés de représenter le roi dans les provinces et de réduire l'influence des seigneurs locaux. Ces agents du roi jouèrent un rôle crucial dans la pacification du territoire et l'affirmation d'un État centralisé, capable de surmonter les divisions religieuses et sociales. La construction de la figure du roi absolu fut symbolisée par Louis XIII, qui, soutenu par son ministre le cardinal de Richelieu, engagea une politique résolue pour affaiblir les oppositions internes et accroître la puissance royale. L'opposition des protestants fut progressivement contenue, tandis que les nobles récalcitrants virent leurs privilèges limités. Richelieu considérait que la monarchie devait être le pivot de la stabilité nationale, en concentrant les décisions entre ses mains et en supprimant toute forme d'autonomie politique susceptible de troubler l'ordre public. Cette vision fut au cœur d'une transformation profonde des institutions françaises. Le XVIIe siècle vit donc s'établir solidement l'absolutisme monarchique, fruit des leçons tirées des divisions religieuses destructrices du siècle précédent. La pacification intérieure, obtenue par la contrainte et la négociation, permit à la France de devenir l'une des puissances les plus influentes en Europe. Le rôle central de la cour royale, le contrôle accru sur les provinces, ainsi que la centralisation des finances et de l'armée, firent naître un État moderne capable d'imposer sa souveraineté. La religion, bien que toujours présente, devint un enjeu secondaire face à la prééminence du pouvoir monarchique. Ce passage délicat, marqué par les violences et les compromis,
constitue un moment clé de l'histoire française. Il illustre les difficultés d'un royaume confronté à des conflits idéologiques profonds et à des rivalités politiques intenses. Le processus de consolidation monarchique, engagé après les guerres de religion, posa les fondations qui nourriraient plus tard l'absolutisme de Louis XIV, figure emblématique de la puissance royale. Comprendre cette étape permet d'apprécier la complexité des transformations qui ont façonné la France moderne. Les événements de cette époque témoignent aussi de l'influence des traditions juridiques et des mentalités collectives, où la loyauté envers le roi coexista avec les appartenances confessionnelles. La coexistence forcée entre catholiques et protestants permit dans une certaine mesure la survie d'une diversité religieuse, même si l'objectif final du pouvoir était la stabilité et l'unité. Ces tensions firent évoluer les rapports entre pouvoir politique et pouvoir religieux, redéfinissant le rôle de chacun dans la société française. Ainsi, les guerres de religion et la montée de l'absolutisme ne sont pas de simples faits isolés, mais la démonstration d'une dynamique complexe entre foi, politique et autorité. Cette période ouvre la voie à de nouvelles formes de gouvernement qui influenceront durablement l'organisation de l'État français. Elle invite à réfléchir sur les mécanismes par lesquels un pays peut dépasser ses divisions pour construire un avenir commun, même si ce chemin est souvent jalonné d'épreuves et de contradictions. Au terme de ce récit, il est possible de saisir comment cette époque a forgé l'identité politique de la France en posant les bases d'un pouvoir monarchique fort, capable de guider le royaume vers des transformations majeures. Le calme qui succéda au combat permit à la nation de se reconstruire et de s'affirmer sur la scène européenne, ouvrant ainsi la porte à de nouveaux défis historiques. Cette période riche en enseignements trouve sa continuation dans les processus qui ont mené à la centralisation absolue sous Louis XIV, sujet auquel la prochaine partie accordera une attention particulière. Le règne de Louis XIV est la construction de l'État absolutiste. Le règne de Louis XIV constitue un moment central dans l'histoire de la monarchie française, caractérisé par une organisation administrative renforcée et une politique extérieure ambitieuse. Louis, monté sur le trône à un âge précoce, a rapidement imposé une autorité incontestée, incarnant l'idéal royal absolu. Ce prince du siècle dit « du grand siècle » a su transformer le royaume en un État puissant et centralisé, incarné par la majestueuse cour de Versailles. Son action marque une nette évolution dans la nature du pouvoir monarchique, où l'État devient l'expression directe de la volonté du roi. Dès le début de son règne, Louis XIV comprend que le contrôle du territoire passe par la réduction des pouvoirs des grands seigneurs et l'affirmation de sa prééminence. Il écarte les conséquences des guerres de religion et les luttes internes qui avaient fragilisé la monarchie, en instaurant une paix intérieure relative. Le pouvoir royal, fondé sur l'idée divine du roi, s'impose comme légitime aux yeux de la noblesse et des institutions. Ce nouvel ordre monarchique repose sur une administration rigoureuse, confiée à des intendants qui représentent le roi dans les provinces, réduisant ainsi l'influence des parlements locaux. Versailles, ancienne demeure de chasse transformée en somptueuse résidence, devient le symbole éclatant de cette centralisation. La cour y est devenue un lieu de pouvoir et de spectacle où se mêlent politique, culture et cérémonial. Le roi y fixe ses courtisans qu'il surveille étroitement pour empêcher toute rébellion ou autonomie excessive. Cette résidence incarne l'autorité et la grandeur du souverain, projetant une image de la France unifiée et forte, rayonnante au-delà de ses frontières. La qualité des arts et des lettres, encouragée par Louis XIV, participe à cet éclat, assurant une influence durable. L'organisation gouvernementale se renforce autour du Conseil du roi, instrument essentiel de la politique. La tutelle sur les finances et la justice est ainsi exercée de manière centralisée, sous le contrôle direct du monarque. Le ministre à la finance joue un rôle crucial dans la gestion des ressources, indispensable pour les guerres et les grands projets royaux. Le système des intendants, déployé dans toutes les provinces, permet de maintenir l'ordre et de faire respecter la volonté royale partout sur le territoire.
Cette politique administrative assure un contrôle étroit des populations, une collecte efficace des impôts et une justice uniforme. Les réformes engagées ne se limitent pas à la seule sphère interne. Sur le plan international, Louis XIV chercha à affirmer la puissance de la France et à étendre son influence. La politique étrangère s'appuie sur une série de conflits visant à contrôler l'Europe et les territoires coloniaux. Les guerres contre l'Espagne, les Provinces-Unies, ainsi que la lutte contre l'Empire entraînent une redéfinition des alliances et des rapports de force. Malgré les coûts humains et financiers élevés, ces expéditions renforcent le prestige de la France sur la scène mondiale et soulignent l'importance stratégique d'une marine forte. Parmi les acquis les plus marquants de ce règne figure le renforcement de l'État absolu. La formule « l'État, c'est moi » illustre parfaitement la conception du pouvoir royal concentré entre les mains du monarque. Louis XIV impose aux institutions une discipline nouvelle, assortie d'une présence constante de la figure royale dans les cérémonies publiques. Cette centralisation conduit à la suppression progressive des contre-pouvoirs, notamment l'atténuation des libertés judiciaires ou des privilèges nobiliaires. La monarchie devient un système organisé autour du roi, garant de l'unité et la grandeur nationale. La cour de Versailles est aussi un véritable laboratoire politique où se joue l'affrontement subtil des influences et des faveurs. Le roi y exerce son autorité par la distribution des charges et des honneurs, soudant la noblesse autour de sa personne. Cette stratégie permet de limiter les révoltes potentielles et d'ancrer l'obéissance dans la routine des pratiques sociales. En même temps, elle favorise un mode de vie codifié, imprégné de règles strictes qui structurent le pouvoir au quotidien. Ce système social, à la fois raffiné et rigide, reflète les ambitions de contrôle et d'ordre du roi. Ce règne s'accompagne également de transformations culturelles durables. Louis XIV entend que la France devienne le centre du goût et de la culture européenne. Il encourage les artistes, les écrivains et les musiciens, mettant en place des institutions comme l'Académie française qui promeuvent la langue et les lettres. Ces initiatives contribuent à forger une identité culturelle forte, célébrant la grandeur nationale et assurant une influence intellectuelle internationale. La décoration de Versailles et les commandes artistiques affirment aussi la puissance symbolique du pouvoir absolu. Pourtant, cette période ne doit pas être idéalisée sans nuance. Les coûts de la politique royale sont très lourds. La population supporte une fiscalité accrue et les dépenses militaires ainsi que la construction de Versailles mobilisent des ressources considérables. Ces tensions économiques et sociales annoncent des fragilités futures, même si le règne de Louis XIV consolide durablement la place de la monarchie. Cette double réalité inévitable éclaire les complexités de la construction d'un État moderne et d'une dynastie solide. En somme, le règne de Louis XIV marque une étape cruciale dans l'affirmation de l'État absolutiste en France. Sa capacité à centraliser le pouvoir, à organiser la société et à projeter une image de puissance contribue à façonner durablement l'histoire du pays. Cette époque tend à montrer les forces, mais aussi les limites du pouvoir personnel, esquissant les contours d'une monarchie qui dominera jusqu'au bouleversement du XVIIIe siècle. La suite de cette histoire s'inscrit dans les défis nouveaux qu'affrontera la royauté face à l'évolution de la société française. La Révolution française et la fin de l'Ancien Régime. La Révolution française trouve ses racines dans un ensemble complexe de facteurs économiques, sociaux et politiques qui se sont accumulés tout au long du XVIIIe siècle. La société française était alors rigoureusement divisée en 3 ordres: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ce dernier représentant la grande majorité de la population, mais dépourvu de poids politique réel. Cette structure inégalitaire générée par l'Ancien Régime engendrait un profond sentiment d'injustice et une pression croissante sur les plus modestes qui supportaient avoir la quasi-totalité des impôts. Les finances de la monarchie s'étaient dégradées au point de paraître irréversibles. Le royaume était lourdement endetté après plusieurs guerres coûteuses, notamment la guerre de 7 ans
et la participation française à la guerre d'indépendance américaine. Ces conflits avaient grevé le trésor public, tandis que les tentatives de réforme fiscale se heurtaient à la résistance des privilégiés, soucieux de préserver leurs exemptions. Louis XVI, souvent perçu comme un monarque hésitant, devait composer avec ces tensions, au moment même où les idées des philosophes éclairés commençaient à s'imposer. À cette époque, des penseurs tels que Montesquieu, Rousseau ou Voltaire remettaient en question la légitimité absolue du pouvoir royal. Leurs écrits prônaient la séparation des pouvoirs, la souveraineté populaire et les droits naturels de l'homme. Ces concepts furent largement diffusés et contribuèrent à ébranler les fondements traditionnels de la société française. L'influence des salons et des académies favorisa la circulation de ces idées nouvelles, qui trouvaient écho chez une bourgeoisie en pleine ascension désireuse de participer davantage à la vie politique. L'année 1789 marqua un tournant décisif avec la convocation des États généraux par Louis XVI. Cette assemblée, réunissant les représentants des trois ordres, n'avait pas été convoquée depuis plus d'un siècle. Les désaccords apparurent dès les premières séances sur le mode de vote, les privilégiés souhaitant voter par ordre, de sorte que leur influence prédominerait, tandis que le tiers-État revendiquait un vote par tête, plus juste au regard de sa majorité numérique. Cette opposition conduisit rapidement à la formation de l'Assemblée nationale, manifestation de la volonté de changement et de représentation réelle. En parallèle, la situation sociale se dégradait sous le poids des mauvaises récoltes et de la hausse des prix des denrées alimentaires. La famine menaçait une grande partie de la population, exacerbant le mécontentement et le ressentiment. L'été de 1789 fut marqué par la prise de la Bastille, un symbole fort de l'absolutisme royal et de l'oppression. Cet événement donna un élan irrésistible au mouvement révolutionnaire et dévoila au monde entier la perte de contrôle du roi sur son royaume. Les mois suivants furent jalonnés d'importantes réformes. L'Assemblée nationale abolissait les privilèges, mettait fin aux droits féodaux et déclarait les droits de l'homme et du citoyen. Ce texte fondamental définissait des principes d'égalité, de liberté et de souveraineté populaire qui allaient influencer durablement les institutions françaises et européennes. Pourtant, la monarchie elle-même n'était pas immédiatement supprimée. Louis XVI accepta une constitution limitée, devenant roi constitutionnel, mais son rôle se trouvait désormais considérablement réduit et encadré par la loi. Cependant, l'opposition entre les réformateurs modérés et les partisans d'un changement plus radical ne cessa de s'intensifier. Les divisions politiques se cristallisèrent entre girondins et jacobins, reflétant des visions divergentes de l'avenir de la France. Cette période de transition fut caractérisée par des tensions sociales croissantes, l'apparition de groupes révolutionnaires, ainsi que par une atmosphère de suspicion et de violence sporadique. L'exécution du roi en 1793 scella la fin définitive de la monarchie et ouvrit une nouvelle phase marquée par l'instauration de la République et les bouleversements qui allèrent suivre. Si la Révolution brisa l'ordre ancien, elle donna aussi naissance à des aspirations nouvelles, fondées sur l'idée que la souveraineté appartient au peuple et que les institutions doivent garantir les droits fondamentaux de chaque individu. Les débats et les expériences politiques qui suivirent modifieront profondément la France, posant les bases de la société moderne. Ce bouleversement idéologique et institutionnel s'inscrit dans un processus long et mouvementé, dont les conséquences résonnent encore dans les structures actuelles du pays. Ce récit nous conduit maintenant à explorer les réactions internes et externes à ces événements, ainsi que les transformations qui ont façonné la France post-révolutionnaire, empreintes des leçons et des défis hérités de cette période capitale pour son histoire. Le XIXe siècle, l'industrialisation et les transformations sociales. Le XIXe siècle marque en France une période de transformation profonde au niveau économique, social et politique. L'industrialisation, qui s'impose progressivement à partir du début des années 1840, modifie fondamentalement le paysage du pays. De petites industries artisanales se développent pour devenir de grandes usines, concentrant la production,
et bouleversant les modes de vie traditionnels. Cette mutation s'accompagne d'une urbanisation rapide. Les villes, notamment Paris, Lyon et Lille, voient leur population croître de manière spectaculaire. Chaque nouvelle ligne de chemin de fer, chaque canal construit participe à l'essor économique tout en facilitant la circulation des personnes et des marchandises. L'industrialisation n'est pas seulement une évolution technologique, elle entraîne aussi des transformations sociales majeures. Le monde ouvrier s'organise face aux conditions souvent difficiles du travail en usine. Nombreux sont les ouvriers contraints à de longues heures de travail pour un salaire modeste, tandis que l'augmentation du nombre de salariés dans l'industrie met en lumière les inégalités sociales. Les quartiers populaires s'étendent à la périphérie des villes, abritant une population jeune, vulnérable aux maladies et aux accidents du travail. Cette réalité provoque la naissance de mouvements ouvriers ainsi que la formation de premières associations cherchant à défendre les droits des travailleurs. Parallèlement, la France connaît plusieurs vagues d'immigration interne et externe qui renforcent cette classe ouvrière. Les campagnes, marquées par la mécanisation progressive de l'agriculture, voient une partie de leur population migrer vers les centres industriels. Les travailleurs venus d'Italie, de Belgique ou d'Espagne s'installent également en nombre, apportant une diversité nouvelle et contribuant à la richesse culturelle des villes. Ces mouvements démographiques nourrissent aussi les tensions sociales, à mesure que la question des conditions de travail et de vie devient centrale dans le débat public. Dans ce contexte, les transformations économiques favorisent l'apparition de nouvelles classes, la bourgeoisie industrielle et la classe ouvrière. La bourgeoisie, enrichie par les affaires, investit dans la politique et la culture, affirmant son pouvoir économique. Cette élite cherche à moderniser la société tout en conservant ses privilèges, donnant lieu à des débats idéologiques intenses. En contraste, la classe ouvrière réclame reconnaissance et justice sociale, soulignant que les progrès matériels ne doivent pas se faire au détriment de la dignité humaine. Ces tensions alimentent une multitude de mouvements politiques, syndicaux et intellectuels. Le XIXe siècle est aussi le théâtre de bouleversements politiques majeurs. La France alterne entre monarchie, empire et république, chaque régime apportant sa vision du progrès et de la société. La révolution de 1848 provoque la fin de la monarchie de Juillet et en installe une nouvelle sous la Deuxième République. Quelques années plus tard, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte conduit à la fondation du Second Empire, qui encourage l'industrialisation et la modernisation urbaine, particulièrement à travers les transformations du baron Haussmann à Paris. Ce dernier opère un réaménagement complet de la capitale, créant de larges avenues, des parcs et une organisation sanitaire améliorée. La politique sociale évolue lentement pendant cette période. Les premières lois réglementant le travail des enfants et limitant les heures de travail émergent ici et là, même si la protection reste très inégale selon les secteurs et les régions. Dans le même temps, la question de l'éducation devient centrale pour les élites républicaines qui voient dans l'instruction un moyen d'émancipation et de progrès. La loi Jules Ferry de 1881 établit ainsi l'école gratuite, laïque et obligatoire, ce qui transforme profondément la société française en formant des générations nouvelles, plus aptes à participer à la vie démocratique et économique. Sur le plan culturel, cette ère est marquée par un foisonnement d'idées et de courants. Le romantisme cède peu à peu la place au réalisme et au naturalisme dans les arts et la littérature, reflétant les réalités sociales de l'époque avec une attention particulière aux classes populaires. Des écrivains comme Émile Zola mettent en lumière les conditions de vie des ouvriers et dénoncent les injustices, contribuant à sensibiliser l'opinion publique. Par ailleurs, la photographie et le cinéma naissants permettent de documenter et de diffuser ces changements avec une force nouvelle, influençant la perception collective du progrès et de ses conséquences. Les mouvements sociaux connaissent un essor remarquable. Les grèves deviennent des moyens d'expression et de revendication courants dans les industries en expansion. Des syndicats se constituent pour défendre les intérêts des travailleurs,
malgré les répressions parfois sévères. La conquête progressive des droits civiques s'accompagne d'une montée des idées socialistes, anarchistes et républicaines, offrant des alternatives politiques à la bourgeoisie dominante. Ainsi, le paysage politique de la fin du siècle est marqué par une pluralité d'idées souvent en tension, mais contribuant à forger une société plus juste et plus démocratique. En conclusion, le XIXe siècle en France constitue une période essentielle de transition vers la modernité. L'industrialisation modifie durablement l'économie et la société, provoquant une urbanisation rapide et l'émergence de nouvelles classes sociales. Parallèlement, les transformations politiques et culturelles ouvrent la voie à des changements profonds dans la vie quotidienne et les mentalités. Ces évolutions posaient les bases des défis du siècle suivant, notamment en termes de justice sociale et d'émancipation démocratique. Le chemin parcouru pendant ces décennies éclaire ainsi la complexité de cette époque charnière qui prépare le terrain pour les questions décisives du XXe siècle, notamment en matière de progrès technologique, de lutte sociale et de gouvernance politique. Ainsi, ces changements s'inscrivent dans une continuité historique qui invite à poursuivre l'exploration des transformations du XXe siècle, période marquée par de nouveaux conflits et avancées, soulignant combien la société française reste en perpétuelle évolution. La France contemporaine et son héritage. Au cours du XXe siècle, la France a traversé des périodes tumultueuses qui ont profondément marqué son histoire et façonné son identité contemporaine. Les deux guerres mondiales, en premier lieu, ont exercé une influence déterminante sur le pays, provoquant des bouleversements sociaux, économiques et politiques sans précédent. La Première Guerre mondiale, déclenchée en 1914, a plongé la nation dans un conflit meurtrier qui a coûté la vie à plusieurs millions de Français. Cette guerre a laissé des cicatrices durables dans la société et contribué à une mémoire collective empreinte de douleur et de résilience. La Seconde Guerre mondiale, qui a débuté en 1939, a encore une fois confronté la France à une crise majeure. L'occupation allemande et la division entre la France libre et le régime de Vichy ont créé des tensions profondes et des débats historiographiques complexes sur la collaboration et la résistance. La libération de Paris, en 1944, symbolise non seulement le retour de la souveraineté nationale, mais aussi l'espoir d'une reconstruction politique et sociale. Cette période a stimulé un renouveau démocratique aboutissant à la création de la 4e République en 1946. Cependant, cette nouvelle République a montré ses limites face aux tensions coloniales et aux défis internes. La décolonisation, notamment en Indochine et en Algérie, a marqué la période des années 50 et 60, provoquant des conflits qui ont profondément divisé la société française. La guerre d'Algérie, en particulier, a laissé une empreinte durable sur la conscience nationale, remettant en question les valeurs républicaines et la politique extérieure. Parallèlement, la 5e République, instaurée en 1958 sous l'impulsion du général de Gaulle, a renforcé les pouvoirs exécutifs et apporté une stabilité politique nouvelle. Au cours des décennies suivantes, la France a connu une transformation économique rapide, avec une modernisation industrielle et une croissance soutenue qui ont favorisé une amélioration du niveau de vie. L'État-providence s'est développé, consolidant des institutions sociales destinées à protéger les citoyens face aux aléas de l'existence. Dans le même temps, la société française a évolué, marquée par des mouvements sociaux importants, comme Mai 1968, qui ont exprimé un désir de changement profond dans les domaines culturels, politiques et sociaux. Sur le plan international, la France a joué un rôle clé dans la construction européenne, participant activement à la création de la Communauté économique européenne, ancêtre de l'Union européenne. Elle a également maintenu une politique étrangère influente, caractérisée par une volonté d'indépendance et une présence militaire dans plusieurs régions du monde. Le nucléaire civil et militaire, la diplomatie multilatérale et l'engagement dans les organisations internationales témoignent de cette position affirmée. Le pays a continué à se confronter à des défis contemporains, notamment l'intégration de populations issues de l'immigration, la lutte contre le terrorisme et la transition écologique.
Ces enjeux s'inscrivent dans une histoire ancienne qui a forgé la diversité culturelle et les valeurs républicaines fondamentales. La richesse du patrimoine intellectuel, artistique et scientifique de la France découle de cette continuité historique qui donne à la nation une place singulière dans le concert des nations. L'histoire ancienne reste donc essentielle pour comprendre la France d'aujourd'hui. Les événements du passé, qu'ils soient liés à l'Empire romain, au Moyen Âge, à la Renaissance ou à l'époque moderne, continuent de résonner dans la mémoire collective et d'influencer les choix actuels. Le souci de préserver cet héritage culturel, couplé à une certaine volonté d'adaptation aux exigences du monde contemporain, caractérise profondément le parcours français. Ainsi, la France contemporaine est le fruit d'une longue évolution, marquée par des périodes de crise, mais aussi par des moments de progrès et de réflexion. Son identité repose sur un équilibre délicat entre tradition et innovation, entre mémoire collective et ouverture à l'avenir. Cette dynamique complexe s'inscrit dans une histoire riche et continue qui invite à poursuivre l'exploration des liens entre le passé et le présent. C'est dans cette perspective que se conclut cette étude, offrant un regard posé sur un pays en constante transformation, au sein duquel l'histoire demeure un guide fondamental. À présent, il est possible de se tourner vers les perspectives futures et d'examiner les défis et les espoirs qui accompagneront le prochain chapitre de cette histoire.